proposons une table ronde sur les stratégies de financement pour les entreprises en phase de démarrage, telles que le crowdfunding, l'autofinancement, l'accès aux fonds publics, les prêts bancaires, mais aussi l'approche investisseur. Chaque intervenant va d'abord présenter son expertise et son expérience. Vous aurez ensuite l'occasion de poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à réagir et à partager vos commentaires tout au long de la présentation. Nous tenterons de répondre à toutes vos questions. Cette discussion vous est proposée par Singa Genève. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Singa est une association suisse qui soutient les personnes issues de l'asile et de la migration afin qu'elles puissent démarrer leur entreprise, et ce, depuis 2019 à Genève et 2017 à Zurich. Notre objectif est de connecter les personnes avec et sans parcours migratoire pour qu'elles collaborent ensemble dans les projets entrepreneuriaux. Ce faisant, notre objectif est de nous contribuons à un entrepreneuriat plus inclusif et permettons à de nouvelles idées d'émerger et à des potentiels de se révéler. Les programmes Singa soutiennent les entrepreneurs issus de l'asile et de la migration dans tout secteur d'activité. Pour cela, nous proposons des ateliers hebdomadaires sur la création d'entreprise, un programme de mentorat afin de soutenir les participants à nos ateliers, des sessions individuelles avec des experts du secteur privé suisse, des opportunités de réseautage et du développement personnel. Pourquoi proposer cette table ronde? Car l'accès au financement est un défi le plus important qui touche tous les entrepreneurs. Trouver une stratégie adaptée à son business model et à sa vision est une étape clé pour construire une entreprise viable. Et chez Singa, ce qu'on fait, c'est justement de créer des espaces pour se rencontrer, échanger et trouver des solutions ensemble. Merci à toutes et à tous d'être là avec nous ce soir en ligne. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Giordano Neuenschwander, responsable des activités de Singa à Genève, qui va modérer la table ronde. Merci beaucoup, Adiba. Bonsoir à toutes et à tous aussi de ma part. Pour cette table ronde, nous avons la chance d'avoir 5 intervenantes et intervenants d'exception qui vont partager avec vous leur expérience afin de vous aider dans vos réflexions concernant le financement de vos projets entrepreneuriaux. Avec nous ce soir, de main droite, Madame Alicia Versano, responsable pour la Suisse romande de la plateforme de financement participatif We Make It. Bonsoir. Bonsoir, merci Giordano pour l'invitation. Merci. Madame Perrine Bahiabi, cofondatrice de la marque de mode engagée WhatsApp Africa. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abdallah Chatila, homme d'affaires, président du M3 Group et président et fondateur de la Fondation Sésame. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi avec nous en ligne, Monsieur Bertrand Donninger, responsable du financement des entreprises en Romandie pour la Banque Alternative Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Et Simon Grobet, chargé de mission au programme Ginov de la ville de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous toutes et tous d'être ici avec nous ce soir. Nous allons commencer directement en donnant la parole à chacune et chacun des intervenants pour une allocution initiale afin de présenter leur expérience et leur institution en tenant compte de la question centrale, comment financer son projet entrepreneurial en phase de démarrage. Après ce premier tour de table, on va passer à une discussion avant de donner assez vite la parole au public en ligne pour des questions à travers le chat. Sans autre, je donne donc la parole à Alicia Versano pour commencer ce tour de table. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Bon, bonsoir, merci Giordano. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, quand on parle de financement, j'aimerais commencer par vous expliquer que j'ai plusieurs casquettes dues à mon parcours. J'ai été du côté des investisseurs aussi par le passé dans l'impact investing, du côté des analyses de projets. J'étais du côté entrepreneurial dans des startups auxquelles j'ai aidé au financement. Et puis, j'ai moi-même été porteuse de projets, plusieurs projets de crowdfunding. Et aujourd'hui, je suis donc rattachée à la plateforme We Make It en Suisse. Tout d'abord, quand on parle de financement, j'aimerais vous expliquer un peu ce qu'est le crowdfunding et en quoi, pourquoi moi ça m'a attiré comme choix en tant qu'entrepreneur et puis aujourd'hui aussi comme choix, on va dire, de carrière.
le crowdfunding, donc, ça rompt avec les codes de financement, on va dire, plus classiques. Quand on parle de crowdfunding, on vise plus à demander du financement à un seul partenaire ou interlocuteur ou à une institution, mais on s'adresse à la foule. Crowdfunding, crowd, c'est la foule en anglais. Par ce simple principe, il y a tout un aspect en fait de communication. Le projet n'est plus un projet privé, il devient public, ouvert à chacun pour venir contribuer au projet. Et ça donne vraiment au financement de son projet un aspect humain. Ça donne un aspect aussi transparent parce qu'on partage, on se montre, l'entrepreneur se présente, l'entrepreneur parle de son projet, ça donne vraiment cet aspect personnel au projet. Et puis, les contributeurs, ils ont la possibilité de faire partie du projet. Il y a tout cet aspect communautaire qui va bien plus loin que juste donner de l'argent pour soutenir un projet. Mais avec le crowdfunding, on a cette possibilité aussi de contrepartie qui fait que les contributeurs reçoivent quelque chose en retour. Et ça crée un lien qui peut parfois aller vraiment loin entre les contributeurs et le porteur de projet. Et on se retrouve avec des situations où, par exemple, un petit shop local dans une région a fait une campagne, et puis le consommateur, au lieu d'aller simplement acheter ses fruits et ses légumes locaux dans le magasin local, en fait, il a peut-être contribué à la campagne de cette personne, il a contribué au lancement du projet, il fait partie du cœur du projet, il se sent vraiment lié au projet, et puis il va là-bas, il connaît le porteur de projet, et puis il y a ce sentiment aussi vraiment d'appartenance qui fait que le crowdfunding est bien différent, bien particulier comme méthode de financement. Maintenant, pour vous dire quelques mots sur We Make It en termes de crowdfunding, et pourquoi aussi c'est une plateforme qui pourrait être intéressante pour débuter et financer son projet. We Make It, on a la plus grande communauté de Suisse. C'est pas seulement la Suisse romande, mais aussi la Suisse alémanique, avec environ un trafic de 400 000 contributeurs par mois, et puis une communauté chiffrée un peu moins de 400 000. La contribution moyenne sur notre plateforme est de 140 francs suisses, ce qui va parfois au double de ce qu'on voit sur des autres plateformes. On a un taux de réussite aussi de projet qui est assez élevé, il est au-dessus de 60%. Et ça, c'est dû à on va dire, un des points forts de We Make It, c'est dû en particulier au soutien qui est apporté au projet. Donc, chaque projet sur la plateforme We Make It est revu. Il y a des humains derrière la plateforme, il y a moi, il y a aussi toute mon équipe et je les connais, on est tous passionnés d'entrepreneuriat, on est tous passionnés des projets qui viennent sur notre plateforme et il y a un feedback qui est donné au projet. Et puis ensuite, les projets qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne sont pas sûrs, peuvent également nous solliciter pour avoir des packages de coaching ou bien de promotion. Et là, on fait vraiment un suivi personnalisé, on aide à la préparation de la campagne, on fait un suivi aussi pendant la campagne, et puis on peut aider dans la communication. Donc il y a aussi cet aspect vraiment un peu coaching, suivi. Je dirais comme conseil pour terminer et pour conclure, We Make It, ça s'adresse donc à des personnes en phase de démarrage pour financer leur projet. Si vous avez une communauté qui est en Suisse, donc Suisse romande, Suisse alémanique, et la plateforme elle est en 4 langues, donc ça aussi c'est par rapport à la barrière qu'on a en tant que Suisse, c'est assez intéressant. Et puis, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, si c'est la première fois que vous lancez une campagne, si vous avez besoin de suivi, de guidance, je dirais c'est une bonne plateforme aussi pour se financer. Et si vous cherchez à faire plus que du financement, mais vraiment à créer ce lien de communauté. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. J'ai trouvé très intéressant surtout cet aspect de la création d'une communauté, d'un sentiment d'appartenance chez les personnes qui soutiennent, qui peut se traduire ensuite aussi dans des clients. On va peut-être y revenir plus tard. Je passe maintenant la parole à Monsieur Grobet, qui va nous parler du programme Ginov de la ville de Genève. Oui, bonsoir à toutes et à tous, merci de l'invitation. Donc moi je m'appelle Simon Grobet, je travaille au service agenda 21 de la ville de Genève, qui est rattaché au département des finances, d'environnement et du logement, dirigé par Monsieur Gomez.
L'une de mes tâches dans ce service, c'est justement d'assurer le secrétariat du programme Ginov. Ginov, c'est un programme de la ville de Genève qui Monsieur est Grobet, dédié au soutien. je ne suis pas sûr si on vous entend bien. Nous, ici, sur scène, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, peut-être? J'ai l'impression de parler assez fort, mais Là, on vous entend essayer mieux, de là, en ce moment. mieux là. Ok. Ouais. Donc oui, je disais, donc Ginov, c'est un programme de la ville de Genève qui est dédié au soutien financier de projets présentant une innovation sociétale dans un contexte urbain. C'est un programme qui est né en 2016 et qui donc, se fait à l'échelle municipale, donc de la ville de Genève. Le budget de l'année 2020, il est de 480 000 francs. Donc c'est un peu ce genre de budget qui se répète un peu d'année en année. Et puis ce budget en fait se divise en deux lignes budgétaires. Il y a une ligne budgétaire qui est consacrée plutôt à des mandats et l'autre vraiment à des subventions purées. Il y a 2 appels à projets par année pour ce programme, en juin et en décembre. D'ailleurs, le prochain délai, c'est le 7 décembre qui arrive là. Et puis, les projets sont choisis en fait par une délégation qui est composée par 3 magistrats et magistrates qui décident en toute fin du soutien ou non des projets. Évidemment, l'un des critères principaux du programme Ginov, c'est justement l'innovation. C'est essayer de faire justement, de créer, de faire des choses un peu différemment, de changer un peu le regard qu'on porte sur les choses et puis essayer de changer certains paradigmes. Le focus du programme, il se fait surtout dans un contexte déjà urbain, vu qu'on est en ville de Genève, avec un objectif d'améliorer la qualité de vie, de relocalisation de l'économie, des activités locales, sur évidemment aussi les enjeux de développement durable et de changement climatique, qui d'ailleurs été un thème un peu prioritaire ces dernières années. Mais c'est un appel à projet qui se veut très interdisciplinaire. Donc on veut pas justement soutenir seulement des projets liés au changement climatique, mais au contraire, justement, tout type de projet qui serait proposé d'ailleurs par des individus, par des associations, par des entreprises, donc aussi par toutes sortes de porteurs et porteuses de projets. Juste aussi encore un petit mot, voilà, depuis 2016, il y a environ déjà 180 projets qui ont été soumis, dont une soixantaine qui ont été retenus et soutenus. Le soutien, généralement, et ça c'est peut-être déjà une des premières spécificités du programme, c'est plus qu'en soutien un peu général au montage d'un projet. Généralement, les porteurs et porteuses de projets viennent souvent avec un peu une demande spécifique pour une aide financière à Ginov, de manière à progresser, pas juste de façon globale, mais sur un aspect justement un peu spécifique. Et par exemple, en phase de conceptualisation, les porteurs ou porteuses de projets pourront justement peut-être demander une aide financière pour faire une étude de marché, de l'achat d'un matériel spécifique ou de la création d'un prototype. Donc voilà, en quelques mots, le programme Ginov. Merci beaucoup. Je mentionne aussi que le premier cycle pilote des activités de Singa à Genève a été notamment soutenu par le programme Ginov, dont nous sommes reconnaissants. Je passe maintenant la parole à Monsieur Abdallah Chatila, qui va partager sa perspective investisseur sur ce thème. Alors, nous, on a une double perspective. On a une perspective qui est très commerciale, qui est donc basée sur les investissements qu'on fait à travers notre société. Et puis, nous avons une perspective qui est, sur un point de vue philanthropique, qui est fait à travers la Fondation Sésame. Donc, nous avons une double casquette. Alors, au niveau des affaires, c'est très terre à terre. Nous investissons dans des petites sociétés ou plus grandes sociétés
avec qui nous pensons que le management ou la personne qui vient nous proposer le projet soit clair avec son projet depuis le début à la fin. Le problème que nous avons souvent, je reçois en moyenne une vingtaine de startups par semaine, c'est que les gens croient savoir ce qu'ils sont à proposer, mais en fait, ils se trompent souvent, soit sur la cible du projet lui-même, soit sur la cible des investisseurs qu'ils cherchent. Donc, j'essaie toujours de les aiguiller. Et sur la vingtaine par semaine, il n'y en a que 1 ou 2 qui reviennent en fait avec un projet qui soit corrigé. Et c'est là où nous, en tout cas au niveau du groupe, on s'intéresse à discuter avec eux. Et en fait, pour moi, il faut qu'il y ait toujours, en tant qu'investisseur, je regarde en fait cette ligne conductrice qui doit être claire du début à la fin. Et étant investi dans énormément de domaines, donc je suis difficilement collable, donc je pose beaucoup de questions. Et c'est très important que vous connaissiez votre dossier par cœur et que vous soyez incollable. Je pense qu'en tant que start-upper, venir demander de l'argent à quelqu'un est déjà difficile. Mais si en plus vous venez et puis vous n'êtes pas préparé et vous n'avez pas le dossier qui soit complètement 100% prêt, bah vous avez déjà plus de 50% de chances de ne pas trouver des investisseurs. Au niveau de la Fondation Sésame, la vision est complètement différente parce que le but n'est pas de gagner de l'argent. Le but est d'aider des sociétés qui ont un côté sociétal, un côté qui est là pour justement pouvoir promouvoir une idée, soit socio-économique, soit écologique. D'ailleurs, on vient bizarrement, c'est vrai que vous étiez une des sociétés qu'on a soutenues. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime faire assez fréquemment parce que je pense que l'avenir du monde est fait justement par les entrepreneurs qui ont envie de changement et qui le font à travers du travail. Je pense que sans juste donner de l'argent, c'est facile pour ceux qui en ont, mais surtout avoir une idée qui va permettre à générer un écosystème positif est encore beaucoup plus important. Et chez nous, à la Fondation Sésame, c'est ce que nous recherchons chez les entrepreneurs sociaux. Donc, vraiment quelque chose qui amène non seulement que ça soit une bonne idée, mais qu'on puisse l'appliquer rapidement et qu'on puisse bien l'appliquer. Et clairement pas avec un but lucratif. Donc, voilà. Merci beaucoup. La Fondation Sésame soutient aussi les activités de Singa. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Bertrand Donninger, qui est avec nous online, qui va nous parler de la Banque alternative suisse. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend. On nous a dit aussi depuis online qu'on entend bien en ligne. Donc, Ok, voilà, merci. Alors effectivement, je suis là pour parler de la banque alternative. La banque alternative, c'est une banque unique sur le marché bancaire, en ce sens qu'on est une banque entièrement éthique et sociale, qui vise au financement de projets durables, de projets verts, de projets sociaux. C'est notre ADN, c'est uniquement ce que l'on fait tous les jours. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, je dois dire qu'on reçoit énormément de demandes de nouvelles entreprises, de start-up. Comme M. Chatila vient de le souligner, on a aussi notre lot de dossiers qui sont passablement incomplets. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une banque, dans l'orthodoxie financière, ce n'est pas un établissement qui vise à financer les startups. Souvent, le crédit bancaire est le premier réflexe des futurs entrepreneurs, alors même que ce ne devrait pas vraiment l'être, ce n'est pas le but d'une banque. La banque vient plutôt comme le relais de financement qui va permettre à une entreprise de prendre son envol. Les premiers fonds qui sont apportés sont souvent des fonds privés, des fonds d'entrepreneurs, d'investisseurs, mais pas des fonds bancaires. L'une des raisons toutes simples de cela, c'est qu'on investit l'argent de nos déposants. On se doit d'observer certaines mesures de risque et que la plupart du temps, investir dans une start-up, c'est quelque chose
plus risqué que ce qu'une banque traditionnelle fait. Ceci étant dit, il y a des solutions qui sont offertes aux entrepreneurs qu'ils souhaiteraient pour accéder au crédit bancaire. Ces solutions, j'en vois deux principales. La première, c'est via la collaboration d'organismes étatiques que sont les organismes de cautionnement. Le cautionnement roman, donc la FAE à Genève, ou un organisme de cautionnement un peu plus particulier qui s'appelle la SAFA, qui est réservé aux femmes entrepreneurs, qui offre en fait des garanties sur des projets spécifiques, sur des projets d'entreprise. Et les banques peuvent donc financer ces projets avec la certitude de pouvoir recourir à l'organisme de cautionnement en cas de défaut du projet. Ça ne veut pas dire que si une banque a un cautionnement, elle va forcément investir, mais si elle croit au projet, ça peut clairement faciliter l'accès au crédit. Pour ce qui est de la banque alternative, nous avons développé un produit unique sur le marché qui s'appelle le fonds d'innovation. Ce fonds d'innovation, il est nourri financièrement une fois par année par les bénéfices de la banque alternative. En tant que membre de l'économie sociale et solidaire, la banque alternative n'a pas pour but d'accumuler les profits. Et l'une des conséquences de cette vision des choses est que nous plaçons nos profits dans soit des associations caritatives, soit des associations qui visent plus de type fondation, ou alors au sein de ce fonds d'innovation qui est un produit qui est à part par rapport à la banque, mais qui spécifiquement en fait va financer des projets en phase de démarrage avec un certain côté innovant. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas forcément d'innovation technologique, ça peut être une innovation sociétale, une innovation dans la manière dont les choses sont faites, les projets sont menés par rapport à l'organisation de l'entreprise, donc ça peut être assez vaste. C'est un fonds qui est actif sur l'ensemble de la Suisse et puis qui peut regarder tous les secteurs d'activité confondus. Les crédits qui sont proposés, parce qu'on parle bien de crédits, donc avec des remboursements qui seront planifiés au départ à la mise en place, sont des crédits qui vont de 0 à 75 000 francs sur des durées moyennes de 4 à 5 ans. C'est un fonds qui se réunit une fois par mois pour évaluer les projets qui lui sont soumis. Si lors du premier round, le projet retient l'attention des membres du fonds d'innovation, il y a un rendez-vous qui est organisé avec le porteur de projet qui vise à valider la cohérence du projet, cohérence aussi bien business que financière. Et à l'issue de ce rendez-vous, il y a un deuxième comité qui se réunit pour valider le prêt qui peut être accordé à l'entreprise. La banque finance par ce biais 1 à 5 projets en Suisse par mois, selon les demandes qui lui sont formulées. À savoir aussi qu'on essaie d'avoir un critère de varier les projets qui sont financés par le fonds. Donc, si on a beaucoup de projets qui sont intéressants, mais qui viennent tous de la même région de Suisse ou qui visent tous le même secteur d'activité, alors il peut y avoir un critère de diversification qui entre en ligne de compte et puis des réponses négatives qui sont formulées parce qu'il y a une trop grande concentration sur un secteur donné. Et à contrario, un projet qui apporte vraiment quelque chose d'innovant qui pourrait être soutenu même si le dossier présente certaines faiblesses. Pour conclure, je voudrais dire que la banque est un outil parmi les autres pour les entrepreneurs que l'on peut très bien s'inscrire en complément, en partenaire des autres sources de financement qui ont été présentées jusqu'à maintenant.
aussi bien du sponsoring que des investisseurs privés, que du crowdfunding. Il faut que le porteur de projet réfléchisse en fait à quel type de financement il a besoin. Et puis il peut mettre plusieurs briques en fait les unes au-dessus des autres, et il ne faut pas hésiter voilà, à parler à différents interlocuteurs. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Donninger. Et last but not least, je passe la parole à Perrine Bayabi, qui va nous parler de sa perspective en tant qu'entrepreneur. Merci. Alors, donc, moi, je me présente, je m'appelle donc Perrine Bayabi et je suis en effet la cofondatrice de la maison Wax Up Africa. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la casquette de l'entrepreneur qui a débuté avec principalement de l'autofinancement. Et j'espère pouvoir non seulement répondre aux questions, mais peut-être partager justement cette expérience-là qui nous a permis en fait dès le départ de s'autofinancer. L'autofinancement, peut-être d'abord expliquer un peu ce qu'est Wax Up Africa. Donc la maison Wax Up Africa est une vision un peu qui a été lancée en 2013, un peu innovante et challenging et militante par rapport à une consommation plus consciente et ce qu'on appelle chez nous le porter conscient, et avec une signature assez engagée dans l'éthique et l'humain et l'aspect solidaire de la chaîne de consommation. C'est vrai que c'est un projet en 2013 qui a commencé avec simplement le cœur. Donc c'est vrai que j'avais une première expérience entrepreneuriale où on était parti d'un business plan, un dossier bien ficelé. On avait notamment eu des fonds de la Fondetech. Pour ce projet 2013 Wax Up Africa, c'est quelque chose qu'on a fait en ce qu'on appelle en prototypage. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé avec nos petits sous, ou ce qu'on appelle aussi le love money, donc le petit argent de nos proches qui ont voulu nous aider et croire en ce projet. Et avec ce petit financement, on a tester notre idée et notre envie de cette marque Wax Up Africa qui prône donc le porter conscient et le textile made in Africa, traçable et propre, entre guillemets. Donc voilà, donc l'autofinancement, la stratégie de financement qui est l'autofinancement est quand même assez limite aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la perspective d'évolution, on encourt aussi quelques risques parce que finalement, comme on appelle un peu en flux tendu, c'est-à-dire que nous, il fallait systématiquement, on produisait, on vendait et le profit de ce qu'on avait produit était réinvesti dans le développement de notre start-up. En même temps, c'est une forme de liberté extrême, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de compte à rendre et on peut avancer selon nos idéaux et nos imaginations par rapport à nos idées de cœur, mais en même temps, pour continuer à grandir, c'est vrai qu'au bout de la 4e année, on commence un peu à s'essouffler dans l'autofinancement et là, pour passer des échelons, on a dû aller demander chercher des investisseurs un peu plus conséquents parce que en effet, d'une autre façon, on est libre, on a une certaine liberté dans l'autofinancement, mais on peut aussi être bloqué par ce manque de trésorerie ou de liquidité qui nous permet pas forcément de développer notre affaire comme on le souhaite. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un parcours un peu hybride d'autofinancement, après d'aller chercher des investissements. Et voilà, Wax Up Africa, en plus, c'est en effet une marque, mais au-delà de ça, c'est vraiment toute une maison, tout un mouvement, tout un concept qui se décline par plusieurs choses. On a aussi maintenant un concept store avec plus de 50 créateurs. Donc cette vision, en fait, s'est élargie, pas seulement une simple marque d'habits, mais voilà, donc avec d'autres créateurs qui ont cette même vision de ce nouveau monde, et notamment Made in Geneva, qui est ce nouveau projet, notamment que la fondation Sésame de Monsieur Chatila a décidé de soutenir, qui est un projet aussi assez d'envergure et assez innovant, car c'est un projet finalement qui a
un caractère associatif par ses idéaux sociétales, humanitaires, mais en même temps clairement commercial aussi, c'est-à-dire que on a un background entrepreneur, donc on sait que malgré tout cet aspect-là est important, et c'est comment imaginer finalement une structure humaine, mais qui génère de l'argent et qui voilà, dans l'associatif, des fois, on peut aussi être s'endormir un peu sur ses lauriers, tandis que l'aspect entrepreneurial permet de dynamiser et d'aller chercher des ventes, des contrats, des mandats, etc. Donc voilà, c'est un peu un projet hybride entre l'associative et la start-up classique en fait. Donc voilà, on est dans ce processus depuis. Voilà, moi je suis entrepreneur depuis 2008 maintenant, et c'est vrai que j'ai entrepris de différentes façons. Donc voilà, et notamment l'autofinancement pour la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bayabi. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et les intervenants pour ce premier tour de table. Là, j'ai vu qu'il y a déjà des premières questions qui commencent à rentrer. Pour le public en ligne, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. On va essayer de commencer au plus vite à y répondre. Mais là, je vais faire un petit tour de questions avant de commencer. Je vais rebondir directement avec vous sur ce que vous venez de dire. Donc, l'autofinancement a ses limites. Oui. Pour vous, quand même, WhatsApp Africa était d'abord une boutique en ligne avec des pop-up stores. Exactement. Maintenant, ça a grandi. Il y a plus de produits. Il y a une boutique physique. Exactement. Vous avez eu quand même un certain succès avec l'autofinancement. Est-ce qu'il y a des astuces que vous pouvez partager avec des entrepreneurs qui souhaitent essayer cette voie? Alors, voilà, donc je vais parler de ce que je connais, donc ce que j'ai vécu. Après, c'est chaque personne a son chemin entrepreneurial propre, mais c'est vrai que l'autofinancement permet finalement de se mettre face à son propre miroir en fait, et de se dire bon, ok, chaque chose est réinvestie je réinvestis en moi, et du coup il faut en fait avoir énormément de croyance et de confiance en ce qu'on fait, parce que en fait c'est des risques au quotidien, parce qu'en fait on réinjecte chaque fois l'argent qu'on vient juste de gagner. Donc ça veut dire que la vision déjà doit être très claire et très posée sur le long terme, et savoir exactement où on va, quelle est la ligne directrice, et puis d'être sûr que dans cet autofinancement-là, finalement, permet en fait, comme je parlais tout à l'heure de ces prototypages, c'est-à-dire que très vite, on peut essayer de nouvelles choses. Et c'est vrai que quand on est soutenu ou quand on est porté par des investisseurs externes, souvent il y a on a une ligne directrice à tenir. Là, dans l'autofinancement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être très réactif et très vite orienter notre direction en fonction du contexte sociétal, actuel, etc. Et c'est-à-dire essayer les choses, en fait, très vite essayer différentes choses. Voilà. Mais c'est vrai que l'autofinancement, comme je disais, ça reste quelque chose à mon avis, dans le démarrage, pour essayer son activité. Mais très vite, si on veut grandir, il faut quand même aller chercher des fonds plus conséquents. C'est comme je suis en train de faire justement pour cet atelier Made in Geneva, qui est un atelier d'insertion professionnelle dans le textile. Merci, Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on voit déjà de plusieurs interventions qu'il y a différentes méthodes de financement qui sont adaptées à différentes étapes de développement d'un projet entrepreneurial. Il y a eu des questions en ligne déjà je pense surtout à M. Grobet concernant le programme Ginov. Peut-être je vais les grouper. Il y a eu une question sur est-ce que des structures qui n'ont pas encore une forme juridique enregistrée peuvent postuler au programme Ginov, et une autre qui concerne aussi bien M. Grobet que Mme Aversano, est-ce qu'on peut faire plusieurs demandes en même temps, faire une demande au programme Ginov, en même temps faire une demande de crowdfunding? M. Grobet, je vous laisse répondre. Oui, alors pour la première question, il y a souvent eu des cas où des porteurs et porteuses de projets ont
postuler au programme sans avoir encore de structure juridique, mais c'est quand même, dans l'idée, c'est que la structure juridique soit quand même établie durant le processus, étant donné qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui montre aussi peut-être la solidité aussi dans le projet, c'est déjà d'arriver avec une certaine structure, ça amènera déjà plus de garantie et de crédibilité au projet. Sur la deuxième question, et ça c'est aussi pour rebondir sur ce que M. Doumbia a dit aussi avant, c'est que oui, c'est possible de passer par Ginov et par d'autres sources de financement, et je dirais même que c'est encouragé, parce que plus les porteurs et porteuses de projets vont diversifier leur recherche de fonds, plus ils auront de chance aussi, voilà, déjà de réunir les fonds et puis d'arriver à bien avec leur projet, étant donné que nous, typiquement à Ginov, on n'a pas non plus des montants gigantesques qui permettent en financement total ou en tout cas majoritaire des projets qui sont soumis, à moins que ce soit des projets de petite envergure. Mais souvent, c'est ce qu'on encourage, on encourage souvent les porteurs et porteuses de projets à diversifier les bailleurs de fonds de manière à non seulement justement optimiser leur recherche, et aussi finalement ça amène aussi une certaine crédibilité si déjà des porteurs et porteuses de projets se présentent au programme et qui puissent déjà avancer, qui sont soutenus par tel et tel, parce que ça veut déjà dire aussi que le projet est source de potentielle réussite, justement. Merci. Je vais peut-être continuer tout de suite avec une autre question pour vous. Est-ce que vous avez des conseils pour une personne qui aimerait faire... Vous avez mentionné que la prochaine échéance pour postuler au programme Ginov est le 7 décembre. Est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui souhaiteraient soumettre un dossier? Des conseils comme ça généraux, c'est large. Je dirais que un peu comme l'ont mentionné les différents intervenants intervenantes aussi, c'est plus le dossier sera complet, structuré, mieux plus il aura de réussite aussi de passer les différentes étapes de sélection. Là, le 7 décembre, effectivement, c'est très proche. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si vous sentez que votre projet n'est pas encore complètement abouti, que vous sentez qu'il vous manque encore quelques éléments, etc., je vous recommande peut-être repousser le délai et puis peut-être venir justement nous solliciter en amont, nous poser des questions, déjà pour connaître peut-être l'éligibilité de votre projet et puis surtout peut-être d'obtenir des conseils en amont, avant postulation. Donc ça, ce serait vraiment un peu ma recommandation un peu générale, c'est d'essayer d'arriver évidemment le plus près possible, même si c'est le but aussi de ce programme-là, c'est de soutenir des innovations. Donc voilà, c'est ça que je dirais d'une manière générale. Ouais. Merci beaucoup. Donc, essayer d'établir un contact afin de vérifier l'éligibilité et d'avoir un premier échange avec le programme. C'est un conseil très pratique. Après voilà, j'aurais plein d'autres conseils aussi à donner, mais c'est souvent peut-être quelque chose qui me vient là vraiment et qui frappe souvent, c'est que ce qui est intéressant aussi quand un projet est soumis, c'est de voir aussi déjà les différentes synergies qu'ils ont déjà pu établir avec des partenaires sur la scène genevoise. Et ça, souvent, déjà de pouvoir explorer un peu les différents partenariats et collaborations qui pourraient se faire si le projet devait aboutir. Et ça, souvent aussi, c'est vraiment précieux parce qu'on voit déjà justement que les porteurs et porteuses de projets se sont justement projetés un peu dans le futur et ont déjà envisagé des collaborations, des partenariats qui leur amèneraient des solutions et aussi pourraient évidemment à terme aboutir à un autofinancement sur la durée. Voilà. Merci.
Vous, Monsieur Chatila, dans votre intervention, vous avez mentionné que vous voyez beaucoup de projets, vous soutenez beaucoup de projets en tant qu'investisseur, peut-être avec cette casquette commerciale. Qui amène un investisseur qui est différent que d'autres formes de financement, en plus, si on veut, d'avoir un investisseur à bord? J'ai pas compris. Est-ce que un investisseur, c'est plus que juste de l'argent? C'est aussi un partenaire. Alors, vous avez raison, c'est beaucoup plus que l'argent, parce que nous, déjà, moi, j'investis pas dans quelque chose où je pourrais pas être d'une valeur ajoutée. Donc, je pense que ça, c'est vraiment notre stratégie du groupe. Et on avait beaucoup investi dans des sociétés où nous avions que mis de l'argent, et en fait, ni avait du plaisir et ni avait du succès. Et c'est très important pour nous de... Là, par exemple, je suis en discussion avec 2 jeunes entrepreneurs qui veulent qu'on investisse dans un programme de mobilité. Là, clairement, nous, on a énormément de choses à amener à ce projet. Et on les aide, à mieux structurer la manière de présenter le projet. Et 2, de déjà mettre en avant la possibilité d'un partenariat avec le groupe. Et comme ça, quand eux vont voir d'autres investisseurs, ils n'ont pas seulement le projet à présenter, mais aussi un projet avec déjà des clients potentiels. Donc en fait, en amenant la force du groupe derrière, ça fait tout de suite un gros client pour les projets qu'on prend. Et alors évidemment, ça aide énormément la levée de fonds avec d'autres bailleurs de fonds à qui ça donnerait un gage de sérieux. Nous avons investi il n'y a pas longtemps dans une boîte, pas vraiment un start-up, mais une boîte qui s'appelle Technis dans les tapis intelligents. On a fait un investissement de 2 millions. Mais l'argent était pour mettre en avant la technologie, pour développer la partie commerciale. Mais nous, on a déployé ça à travers tout notre réseau. On a déjà fait énormément de ventes juste grâce au réseau. En fait, on a pu même ne pas investir et juste s'associer avec la partie commerciale que les gens de Technis auraient été sûrement heureux. Donc en fait, c'est très important en tant qu'entrepreneur qui investit avec des entrepreneurs, d'avoir un lien avec l'investissement et pas seulement lié à l'argent. Alors quand c'est des bailleurs de fonds financiers, la vision est différente, mais c'est moins intéressant pour un jeune entrepreneur d'aller juste prendre un prêt bancaire ou de s'associer avec des gens qui vont juste être là pour donner de l'argent, mais trouver aussi des partenaires stratégiques qui peuvent vous amener, 1, de l'expérience, 2, du savoir-faire, et puis 3, surtout développer le réseau qui prend beaucoup de temps à développer. Et la crédibilité dans l'investissement est extrêmement importante. Alors quand vous vous associez avec quelqu'un qui a déjà de la crédibilité, ça vous permet de gagner du temps. Et c'est vraiment un des points que je conseille aux jeunes entrepreneurs, d'essayer de trouver des gens qui puissent partager cette passion ou cette envie d'aller de l'avant avec une aventure et d'être complémentaires à travers cette aventure. Est-ce que, en tant qu'investisseur, on cherche des projets qui ont déjà prouvé, qui ont déjà fait des ventes, qui ont déjà prouvé leur modèle, ou aussi des projets qui naissent? En fait, c'est un ratio risk-reward. Donc, plus la société, si c'est qu'une idée embryonnaire, ça a beaucoup de risques. Si c'est une idée qui s'est prouvée, il y a moins de risques. Donc, si vous la prenez au début, vous la payez pas cher ou rien. Et plus elle avance et plus elle a prouvé, plus vous allez payer cher. Donc, c'est une question de différence entre du venture cap ou du private equity. Et puis, c'est à vous de décider dans laquelle de ces segments vous voulez aller. Nous, on investit dans tout. On investit dans une idée. On rachète parfois des idées. Donc, j'ai eu le cas où l'année dernière, quelqu'un est venu avec une très bonne idée. Je dis, écoute, l'idée est très bonne, mais tu vas jamais réussir. Je te paye et au revoir. Alors, les gens, au début, le prennent un peu mal. Et après une semaine, ils reviennent parce qu'ils réalisent qu'ils ne seront jamais capables de le gérer. Parce que avoir une bonne idée et l'appliquer, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Et malheureusement, c'est un peu comme je dis toujours, ceux qui aiment manger pensent qu'ils savent cuisiner. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et c'est important de savoir que être entrepreneur, c'est vrai que c'est peut-être une vocation, mais savoir gérer, avoir de la rigueur et faire attention à comment se positionner dans le monde entrepreneurial qui est extrêmement actif et qui est extrêmement compétitif, c'est encore autre chose.
Et puis après, il y a aussi les périodes. Aujourd'hui, quand j'ai des jeunes entrepreneurs qui viennent vers moi, et je dis, vous lancez aujourd'hui, c'est suicidaire. C'est une réalité, c'est pas une euphémisme. Donc quand vous avez un travail où vous pensez en quitter un pour essayer de lancer votre société, moi aujourd'hui, je vais être honnête, je déconseille les gens de le faire, sauf s'ils ont une idée miraculeuse, parce que dans une situation où nous sommes en guerre, parce que nous sommes une situation économique qui est en guerre aujourd'hui, aller essayer de lever de l'argent ou essayer de convaincre des gens qui souffrent déjà d'investir dans des domaines nouveaux est totalement utopique. Et c'est pour ça que le timing de la demande de levée de fonds est aussi très importante. Et si ce n'est pas le bon timing, vous allez rater votre chance. La chose que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est qu'il ne faut jamais oublier que vous avez toujours qu'une seule première fois. Donc en fait, la première fois, il faut toujours se rappeler de savoir est-ce que c'est le bon moment pour aller, que ça soit la première fois ou pas. Et c'est là où beaucoup de gens font cette erreur de se lancer beaucoup trop tôt dans le processus. L'année dernière, j'avais des amis qui étaient venus avec une idée qui était bonne, mais ils n'étaient pas du tout prêts, ni au niveau de leur temps, parce qu'ils étaient les deux à l'Uni, ils finissaient leur licence de droit, donc ils disaient oui, j'aurais peut-être un jour par semaine pour m'occuper de ça, ils voulaient lever un projet sur une idée à 1 million. Alors, je veux bien, mais ni vous avez le temps, ni vous savez de ce que vous voulez. Et après 3 questions, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas répondre. Et en fait, je leur ai dit, votre idée est bonne, mais vous êtes trop tôt dans le processus pour aller demander de lever de l'argent. Allez jusqu'au bout du processus, développez le processus, ayez une preuve que le processus, faites une étude de marché et après, venez en parler. Et en fait, moi, quand vous êtes venu trop tôt, je n'ai plus envie de vous voir par rapport à ça, parce que si vous faites une erreur aussi grave que venir trop tôt, vous serez même pas, je n'ai même pas envie d'essayer de voir si vous êtes capable de gérer l'affaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens intelligents et capables et qui méritent qu'on passe du temps avec eux pour passer du temps avec des gens qui essayent de faire quelque chose sans se donner le maximum de mal. Et c'est très dur parce que moi, je suis très froid et très, très dur avec les gens dans le sens que je ne vais pas leur faire perdre du temps ni perdre le mien. Quand je vois que ça ne va pas, je leur dis. Mais quand je vois qu'il y a du potentiel, je passe du temps avec pour essayer de leur expliquer comment améliorer leur business case ou en tout cas, qu'est-ce qui moi m'intéresserait pour investir avec. Et persévérer est important, mais il ne faut pas non plus rêver pour rien. Et je pense à vous qui recevez énormément de propositions, ou à vous, c'est vraiment la sélection des dossiers qui, pour moi, je reçois les gens, je reçois tout le monde. Donc, quand je reçois les gens, je ne dis même pas le dossier, c'est vraiment ce que la personne a à dire. Donc, au niveau de sa passion, au niveau de son idée, au niveau de son étude de marché. Et quand il n'y a aucune des trois qui est présente, ça casse l'histoire. Et je répète, on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. On n'est pas tous faits pour prendre des risques. On n'est pas tous faits pour se casser la gueule et se relever. Et donc, il faut certainement l'accepter. Et si on a des qualités, on a tous des qualités, il faut trouver la meilleure de nos qualités et la développer, que ce soit sur un point de vue entrepreneurial ou que ce soit tout simplement être un collaborateur, un employé ou un fonctionnaire ou n'importe quoi. Il n'y a pas de mauvais travail, il y a ceux qui travaillent et les autres. Et donc, il faut déjà comprendre la valeur du travail, la valeur de l'apprentissage, qui est extrêmement important. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec des idées. Je leur dis, mais faites vos armes. Travaillez, essayez un métier, faites n'importe quoi et vous comprendrez pourquoi votre affaire ne peut pas marcher. Parce que le problème, c'est toujours entre la théorie et la pratique. Et ça, c'est le plus gros problème que je vois, c'est que théoriquement, tout est beau et en pratique, rien ne marche. Et donc, pour qu'on passe d'une bonne théorie à une bonne pratique, il faut que la personne qui vient avec la théorie ait du vécu et une expérience. Vous parliez avant, M. Grobet, de venir avec une structure. Ça a l'air tout bête, mais rien que le fait de faire une démarche administrative pour créer une SARL ou pour comprendre c'est quoi un statut, pour comprendre c'est quoi des administrateurs, pour comprendre c'est quoi les responsabilités d'une société, démontre de la volonté de la personne de vraiment aller de l'avant avec quelque chose. Quand vous avez des gens qui viennent et qui vous donnent une idée, je dis mais vous avez quoi? Ah non, j'ai rien fait, j'ai pas vu, je verrai plus tard. Ça vous donne pas envie d'investir. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est que tout entrepreneur, le seul conseil que je lui donne, soyez vraiment prêt à pouvoir vous lancer du jour au lendemain si par miracle ou par chance vous avez quelqu'un qui est prêt à investir avec vous.
Si vous avez de la chance de tomber sur quelqu'un qui partage cette vision et ce rêve, mais moi je dis toujours à tout le monde, soyez honnête sur le fait que rien n'est pas risqué. Le risque zéro n'existe pas. Du moment qu'on décide de donner 1 franc à quelqu'un, ce franc il est 100% un risque. Sauf s'il est garanti, mais même s'il est garanti, je ne sais pas par qui il est garanti. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs doivent prendre conscience que dans une zone déjà normale hors Covid, c'est compliqué. Dans une zone post-Covid, ça va être encore plus compliqué. Donc il faut être beaucoup plus sûr de soi, beaucoup plus précis et beaucoup plus aller beaucoup plus loin dans les recherches de l'étude de marché. Ça résonne énormément, ce qu'il dit, parce que c'est exactement la réalité de l'entrepreneur au quotidien. Donc, c'est ça. Et, Giordano, si je peux me permettre de rebondir, pas seulement sur ce que M. Chatila a dit, mais également sur ce qui a été dit avant. Et d'ailleurs, c'était très riche et très juste qu'il n'y a pas une seule forme de financement. Elles sont toutes adaptées à des stades différents du développement de l'entreprise, de l'idéation au démarrage, après à l'accélération. Et puis, deuxièmement, elles sont complémentaires, elles sont non exclusives les unes avec les autres. Et là où le crowdfunding peut être intéressant, donc, à nouveau, le crowdfunding, c'est pas que pour un seul type de projet. On voit vraiment de tout. On voit des projets qui sont presque matures, qui font une campagne plus de publicité ou de communication pour faire passer un message. Mais pour peut-être résoudre une barrière qui a été mentionnée ici par rapport aux banques qui demandent des fonds propres, par rapport à l'entrepreneur qui a de la difficulté à s'autofinancer et par rapport aussi à la préparation ou à la crédibilité. Une campagne de crowdfunding, ça permet facilement de tester son idée. Parce qu'on est obligé, quand on se lance dans une campagne, de communiquer sur son projet, de vendre quelque chose, vendre une idée, ou bien avec les contreparties, on peut prévendre le produit qu'on veut ensuite produire et sans faire l'investissement avant, en fait. Et puis le risque, dans le cas d'une campagne à ce stade-là, il est de 0, parce que le seul risque, c'est de ne pas réussir. Mais il n'y a pas de coût qui va être déduit ou demandé de la part de la plateforme ou de quiconque. L'argent est renvoyé, on fait un retour à 0. Ça peut être intéressant pour tester son idée, mais aussi ça peut être intéressant en cas de réussite et dans le cadre d'une stratégie de financement qui est planifiée pas seulement sur le crowdfunding, mais sur plus un long terme. On valide son idée, on fait une campagne, et puis ensuite on toque à la porte d'un investisseur, d'une banque, ou bien on arrive vers un programme comme J9 avec, ok, on a une communauté, on a des acheteurs potentiels, on n'avait pas de structure juridique, mais maintenant que tout ça, on a pu se renseigner, et puis arriver avec un visage qui peut-être qui rassure aussi les autres. Sans parler aussi juste d'une dernière chose, on est obligé donc de se lancer, mettre la main à la pâte quand on fait sa campagne. Ça peut aussi être un moyen, notamment le système de contrepartie, parce que notamment avec We Make It, on est obligé, le contributeur est obligé de recevoir quelque chose. Donc le porteur de projet doit réfléchir, qu'est-ce qu'il offre ? Est-ce qu'il offre une bonne conscience? Est-ce qu'il offre une invitation à quelque chose? Est-ce qu'il offre une préversion du produit ou être les premiers qui ont le produit? Mais il y a une contrepartie. Et ce qui est aussi fait beaucoup, c'est de demander à des partenaires de construire des partenariats dans ces contreparties pour que en fait, on aille bien plus loin, on teste l'idée, mais qu'on commence déjà à réfléchir à des fournisseurs potentiels qui, en participant à la campagne, ça crée un lien. Et puis, on n'arrive pas seulement avec des clients, mais on arrive aussi peut-être avec toute une chaîne d'autres personnes qui nous soutiennent. Voilà, c'est tout. Je voulais le dire parce que je pense que ça peut répondre à certaines des barrières qui ont été mentionnées. Merci beaucoup, Alizé. Merci pour. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été très intéressants qui ont été mentionnés dans l'intervention de M. Chatila sur lesquels vous avez rebondi. Il y avait un thème, c'est le grand thème du moment. On est dans une période très particulière. Si déjà dans une situation meilleure, ça peut faire peur de lancer un projet entrepreneurial, en cette période, ça peut faire beaucoup plus peur. Est-ce que avec We Make It, vous avez changé la manière dont vous travaillez avec les porteurs de projets pour faire face à la situation liée au Covid?
Oui, alors c'est une excellente question par rapport au contexte. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas vu un ralentissement des projets sur We Make It. Donc, bien sûr, on a vu l'impact, on l'a ressenti, mais pas en termes de nombre de projets. Donc, les projets ont continué à créer des campagnes. Ce qu'on a observé, c'est un changement de projet. On a eu beaucoup plus de projets, en fait, qui, au lieu d'être des projets de lancement, étaient des projets d'aide. Donc, ça arrivait à différents stades. C'était plus de la création d'entreprise, c'était, voilà, je suis en difficulté, aidez-moi, voilà ce que je vous propose en retour. Ce qui est d'ailleurs très intéressant. On a vu aussi des projets en création d'entreprise qui ont attendu quelques mois, donc ils voulaient lancer, et d'ailleurs j'ai un exemple concret, un super projet qui était en phase de lancement pour mars. Il y a eu le confinement, elles étaient très très déçues, elles ont dit ok, on va attendre. Et puis elles ont fini par lancer ça juste avant l'été. Donc elles ont fait une pause de 2 mois. On était en déconfinement, mais voilà, encore beaucoup d'incertitudes. Et ça a très bien marché. Elles ont récolté plus de 25 000 francs pour lancer une épicerie à Neuchâtel. Donc ça aussi, c'est assez encourageant. Et puis par rapport au Covid, We Make It, on s'est bien sûr également adapté. Je ne voulais pas mentionner avant, mais une des grandes particularités de We Make It, c'est aussi les partenariats qu'on a pour booster les projets. Donc je rebondis en même temps avec ça en disant qu'il n'y a pas de forme unique de financement. Donc on a des partenariats avec beaucoup d'institutions, des Science Boosters, Music Boosters, Impact Fund qui booste les projets pour le climat. Donc ça, c'est un fonds qu'on a pour investir, doubler la mise de projets qui sont en lien avec le climat. Donc on fait plein de choses aussi. Et puis dans le cadre de la crise sanitaire, on a monté We Make Solidarity, qui est en fait c'était pour les projets qui demandaient de l'aide, donc en difficulté, ou bien pour des individus qui voulaient récolter de l'argent pour aider un projet existant. Donc pas forcément l'entrepreneur, mais aussi d'autres. Et puis ça, il y avait parfois, on voulait aider des projets même à l'étranger. We Make Solidarity, en fait, a réduit le pourcentage de commission de moitié et puis a offert du coaching au projet. Et là, c'est un peu en exclusivité parce que nouveau confinement est arrivé d'ici peu, mais on a refait un We Make Solidarity. Cette fois-ci, on réduit pas la commission, mais on offre du coaching et un boost en termes de promotion, de communication sur nos réseaux sociaux pour les projets. Donc voilà, aussi, si vous êtes intéressé, vraiment, contactez-moi sur LinkedIn ou autre, parce que je peux vous expliquer et puis éventuellement vous aider. Même personnellement, moi, cette crise, ça me déprime encore plus pour les entrepreneurs. Donc, je suis prête à passer un peu de temps avec vous pour discuter si vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup pour cette offre de soutien très concrète. Je rappelle aux personnes qui nous suivent en ligne que vous pouvez poser vos questions sur le chat. On va les prendre plus ou moins en live quand elles arrivent. Pour rester sur le thème du moment, comme pour tous les commerçants, la situation actuelle limite un peu ce que vous pouvez faire. Comment est-ce que vous arriver à rester proche de vos clients? Quelle stratégie avez-vous mis en place? Donc c'est vrai que nous à la base on est un e-shop, donc WhatsApp Africa est exclusivement online et pendant des années on a travaillé sur des gros festivals de type Montreux Jazz et autres à travers la Suisse. On en avait 5 qui fonctionnaient très bien et la plateforme, le e-shop. Ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait on a ouvert ce magasin donc au cœur des grottes parce qu'on s'est rendu compte il y avait une demande en fait de la clientèle. Nous on travaille principalement du textile, donc de toucher le textile, de rencontrer, comme on a une vision derrière, on est tout un collectif, donc de nous voir vraiment, de pouvoir nous rencontrer et avoir cet échange humain. Et c'est vrai que sur la plateforme e-shop, on avait du mal à pouvoir répondre à cette demande-là. Donc le magasin ouvert, nous on a ouvert en décembre 2019. Donc clairement, on s'est fait faucher de plein fouet par la pandémie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que
voilà, nous, on est depuis 2013, on prône ce porter conscient, cette idéologie depuis longtemps. Et c'est vrai que ça a été très cash, parce que les boutiques ont fermé du jour au lendemain. Nous, on avait des partenariats assez gros qui étaient sur le point d'être signés, des virements qui devaient arriver le lundi et le vendredi. Le Conseil fédéral a dit stop et le virement n'est pas passé. Voilà, vraiment des choses très, très concrètes. Donc, ce qu'on a fait, c'est de rester très calme, parce que dans les situations comme ça, je pense qu'il faut rester calme. C'est vrai que cette façon de financement, moi, j'ai jamais testé le crowdfunding. Voilà, je pense que le crowdfunding, c'est vraiment aussi beaucoup plus axé sur l'émotionnel. Et puis, il y a peut-être une question aussi un peu des fois de fierté qui fait que d'aller demander de l'aide dès que ça va pas, c'est peut-être quelque chose aussi qui est pas forcément dans l'esprit entrepreneuriat. Mais je trouve très bien pour ceux qui en ont besoin. Après, c'est vrai qu'au bout de 2 mois, quand on a réouvert le magasin, en fait, on a eu l'effet, comme on dit, l'effet qui se coule. C'est-à-dire que ça a cartonné. Pourquoi ? Parce que une partie des gens ont fait la queue au McDrive, mais il y a quand même une partie d'autres des gens qui, tout à coup, ça a éveillé une conscience et se sont dit non, mais en fait, on veut aller consommer de façon plus consciente et plus engagée. Et puis là, bingo, nous, ça fait 10 ans qu'on prend ça, donc du coup, on a répondu clairement à une demande alarmante et urgente des gens qui sortaient de chez eux, et donc voilà, doubler l'effectif au magasin, voilà, ça a vraiment été un grand succès. Deuxième vague arrive. Donc déjà, ça donne les nausées, hein, c'est comme sur un bateau. Hein, donc voilà, donc la deuxième vague arrive et là, en fait, on se rend compte, on réalise qu'en fait, probablement, ces vagues seront cycliques. Donc on essaye, avec le flair et l'intuition, d'anticiper ça sur le plus long terme que la première vague. Et là, on est dans un processus de finalement digitaliser ce magasin. Ce qui est un peu anecdotique parce que le but du magasin, c'était justement de sortir du digital et se rapprocher des gens. Donc, du coup, maintenant, c'est comment traduire ce concept local proche que le consommateur cherche, de le traduire sur une plateforme digitale. Là, c'est une petite pause pour moi parce qu'après, il faut y retourner. Heureusement, on a un collectif solidaire et puis on a beaucoup aussi intergénérationnel. Donc, on a des plus jeunes très motivés qui sont en train on a une 50aine de créateurs représentés dans ce magasin avec plus de 500 à 800 produits. Donc, faire les fiches un par un, les photos, les descriptions. Et puis, nos consommateurs tapent à la porte, nous attendent, nous écrivent. Et puis, donc voilà, là, il faut se dépêcher pour pouvoir rebasculer sur le e-shop et puis que l'argent puisse continuer à rentrer. Parce que, voilà. Mais en effet, cette pandémie, c'est comme je rejoins ce que M. Chadia disait, c'est pas... Non, si on a ce flair-là, c'est pas du tout le moment ni de se lancer, ni d'investir, parce que c'est trop instable. Enfin, l'avenir n'est pas assez clair, mais en même temps, à contrario, il y a une grosse demande, en fait, justement. Dans ce flou-là, tout à coup, les gens sont déstabilisés et tout à coup prennent conscience. Donc, il va falloir quand même répondre à certaines demandes pressantes de l'humain, en général. Et c'est pour ça que, voilà, on va plus loin avec cet atelier textile, le local Made in Geneva, qui répond à ce besoin de clientèle que nous avons aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, la pandémie amène quand même aussi des innovations en amenant aux boutiques physiques en ligne, pratiquement. Oui, aussi. Je vois que, M. Chadela, vous avez le microphone. Vous aviez... Oui. En fait, ce que vous avez dit par rapport au cycle, par rapport au problème, quand je dis qu'il ne faut pas se lancer, c'est tout simplement que déjà la vie est très compliquée telle qu'elle est. Alors, en tant que nouveau entrepreneur, on se la complique encore plus parce qu'on rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas ou dans une manière de travailler qui est différente. Et le problème de le faire dans une période que je qualifie encore de guerre, c'est que le niveau du stress, justement, de ce yo-yo est tel que les gens qui n'ont pas l'habitude de gérer le stress, en fait, amènent automatiquement à un échec. Je le vois vis-à-vis ce matin, je parlais à un ami qui est dans l'immobilier, qui pourtant n'est pas un novice, et il devait signer une parcelle la semaine prochaine où la banque lui avait fait une proposition de financement il y a 2 semaines. Et tout d'un coup, la banque a décidé de changer le niveau d'LTV. Il voulait passer de 60% à 50%. C'était un projet à 10 millions, donc il devait trouver rapidement 1 million. Il m'appelait pour savoir si je voulais rentrer avec lui. Et il était tellement désespéré parce qu'il avait mis un acompte et il n'avait pas ce million. Et en fait,
à n'importe quelle échelle, vous avez des gens qui sont dans une situation délicate, parce que quand vous avez le Covid en face avec cette instabilité, en fait, en face de vous, les gens sont aussi dans cette instabilité, que ce soit les bailleurs de fonds, les banques, l'État, le gouvernement. Personne ne sait ce qu'on va faire. Et en fait, quand on est, je dis toujours, quand on est dans une situation d'incertitude, c'est la pire des choses. Quand on sait ce qui va arriver, 50% du mal est déjà fait et l'homme est fait pour se reconstruire. Mais quand on est dans l'incertitude vis-à-vis, est-ce qu'on va réouvrir les commerces, est-ce qu'on ne va pas ouvrir les commerces? Aujourd'hui, ils ont annoncé qu'on ouvrait les coiffeurs, mais pas les commerces. Les tatoueurs, mais pas les commerces. Mais pas la prostitution, mais pas ci, mais pas ça. Et en fait, on comprend, en fait, il n'y a aucune base. Et travailler sans base et sans se donner une limite qui soit temporelle au niveau de l'espace, c'est extrêmement difficile. Et pour des gens qui n'ont pas l'habitude à gérer ce stress, c'est juste impossible. Et je le vois tous les jours, les gens qui sont dans une situation difficile n'arrivent encore moins à performer que dans des situations difficiles. Et il y a très peu de gens qui arrivent à le gérer. Et c'est ça la faille du système, en fait. C'est que avoir une bonne idée, c'est une chose. Réussir dans une situation classique, c'est une autre. Mais gérer la situation de stress dans des situations difficiles, c'est encore autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je déconseille les gens de dire pas qu'il ne faut pas essayer dans la vie. Il faut toujours essayer. Mais la plupart des entrepreneurs, c'est des friends and family, de l'argent qui vient de la famille. Et aujourd'hui, je pense que la dernière chose que tu as envie, c'est de faire perdre les quelques réserves familiales parce que tu as une bonne idée, on a envie de te faire plaisir. Donc il y a aussi une responsabilité liée à la situation générale et se laisser un peu le temps de voir ce qui se passe et de voir comment les habitudes changent. Parce que un des points dont vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on a une idée qui était moi je dis toujours idée pré-Covid et post-Covid. J'ai eu plein de bonnes idées pré-Covid, mais aujourd'hui, elles sont plus valables. Il faut juste accepter que la situation post-Covid va exister et que cette situation doit changer. Et moi, je le vois tous les jours dans tous mes business. Dans tous les business, je prends une nouvelle décision. Il me dit, mais tu as dit ça. Je dis, oui, j'ai dit ça avant. J'ai dit ça entre les deux vagues, parce qu'en croyant peut-être, en espérant qu'il n'allait pas y avoir une deuxième, même si j'étais sûr. Et tout ça, en fait, nous amène à nous reconstruire, à nous redévelopper. Mais là encore, ce n'est pas parce que vous avez une bonne idée, ce n'est pas parce que vous savez l'appliquer que vous allez savoir vous reconstruire. Et d'ailleurs, nous, on a aussi une plateforme de crowdfunding au niveau de l'immobilier. Et nous, on le voit, on a énormément d'appétit des investisseurs. Mais post-Covid, les gens font beaucoup plus attention. Parce qu'avant, 100 francs, ce n'était pas grand-chose. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose. Ou 500 francs, ou 1000 francs. Et aujourd'hui, quand on a... c'est pour ça que ce que vous dites est juste, qu'il faut essayer d'aller diversifier ses revenus, diversifier ses rentrées et aller taper au maximum de portes quand on a pris la décision d'y aller, parce que c'est la seule chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir tenir. Et l'exemple que vous avez donné des personnes qui viennent aujourd'hui vous demander de l'argent pour sauver le business, en fait, la question n'est pas de savoir si on veut les aider pour sauver le business. On veut savoir si, même en les aidant aujourd'hui, est-ce qu'ils vont vraiment tenir dans un an? C'est comme l'exemple des rachetés qu'on a aujourd'hui. On donne des rachetés à tout le monde. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine aujourd'hui de sauver 3 mois de salaire, 6 mois de loyer? Donc, quand il n'y a plus les fondamentaux d'une base d'un business, il faut savoir couper. Là encore, un jeune entrepreneur ne sait pas couper. Et il va s'enfoncer, il va surendetter, et c'est un cycle vicieux. On l'a vu d'ailleurs statistiquement. Vous regardez les statistiques quand il y a eu la crise des années 90, il y a eu plus grand nombre de faillites personnelles. Pourquoi? Parce que les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils vont jusqu'à s'endetter personnel pour renflouer dans leur business. Qui pour moi, c'est ce que je fais toute ma vie. Moi, j'investis tout ce que j'ai dans mes business. Mais à un certain moment, il faut être capable de le gérer. Oui, et c'est vrai que l'entrepreneur, celui qui a la fibre entrepreneuriale, c'est vrai qu'on a cette tendance à foncer, à y aller, à quoi qu'il arrive. Moi, j'entends souvent des entrepreneurs, c'est vrai, un peu plus nouveaux, qui vont dire « Oui, mais on me décourage, mais moi, ma vision, je la suis coûte que coûte. » Mais ça me rappelle, ça fait écho à quand j'ai commencé. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'au moment où il faut courir, la situation aujourd'hui, elle oblige à faire un stop. Et puis en fait, il faut être ultra calme. En fait, il faut aller
aller complètement à contre-courant de ce qui se passe, parce que sinon, c'est le précipice, ou sinon, à mon avis, on se prend le mur. Et c'est vrai que, voilà, je vois plein de choses qui se passent, les gens qui vont enfin, il y a tout à coup un émoulement. De toute façon, il faut tenir, quoi qu'il arrive, il faut ouvrir. Mais non, enfin, aujourd'hui, c'est pas non plus c'est pas quelque chose une guerre personnelle, c'est une guerre qui est mondiale. C'est une problématique qui est, pour moi, il y a l'ancien monde, le nouveau monde qui est devant. Ouvrir à tout prix alors que on sait que c'est pas possible. Pourquoi forcer cette porte-là? Et à mon avis, c'est le temps de la réflexion. Il faut s'octroyer. Alors oui, ce temps-là nous fait probablement perdre de l'argent, mais beaucoup moins que d'aller dans le même chemin ce chemin nous montre depuis quelque temps que c'est pas forcément le bon. Donc de prendre, moi mon conseil en tout cas, c'est de faire une vraie pause, pas d'être inactive, être passivement active, c'est-à-dire de pas garder son énergie pour la suite parce qu'il y aura une suite, mais de prendre le temps de la réflexion et de pas être entêté de la mauvaise manière en fait, parce qu'il y a une façon d'être entêté pour réussir, mais cet entêtement peut aussi beaucoup nous nuire. Et je pense qu'en tout cas nous, dans notre collectif là, on est dans un moment où on est très calme, parce qu'il ne faut pas s'exciter, parce que c'est quand on s'excite qu'on prend souvent les mauvaises décisions. Donc voilà pour ce que je pourrais conseiller en fait pour l'instant, même ceux qui ont une bonne idée, un bon projet. À mon avis, là, pendant quelques temps, il faut calmer les choses, revoir les axes, redéfinir. Enfin, la marée est plus la même là. C'est plus le même monde qui se projette. Et puis c'est ça aussi une des qualités de l'entrepreneuriat. C'est il faut avoir du flair, il faut sentir ce qui se passe. Et puis quelqu'un aujourd'hui qui va se lancer pour faire un concert, développer un festival de 10 000 personnes, c'était peut-être un super projet, mais aujourd'hui, il faut qu'il accepte que c'est plus du tout, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose à proposer. Donc voilà, de revoir ses idées et puis tout ça dans le calme le plus intérieur, quoi, au possible en tout cas. Monsieur Donninger, en tant que, vu qu'on est sur le thème de la pandémie, en tant que banque, comment est-ce que vous soutenez les personnes à qui vous avez fait un prêt dans cette période de Covid? Est-ce que vous avez des conseils ou des observations sur cette thématique? Alors, comme toutes les banques, on a participé au programme de la Confédération de mise en place de prêts Covid, qui étaient des prêts qui étaient proposés par le gouvernement, mais mis en place par les instituts bancaires, sans prise de position des banques sur les mérites ou les risques du crédit. C'était vraiment une décision fédérale et puis une implémentation ensuite par les banques. Ce que l'on a fait en tant que banque, c'est la plupart du temps d'accepter sans beaucoup discuter les reports d'amortissement. C'est-à-dire qu'on permettait aux personnes qui avaient fait des emprunts pendant un petit moment de ne pas rembourser cet emprunt pour pas diminuer les liquidités et puis garder ces liquidités pour les jours difficiles qui s'annoncent. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup mis en place. Ensuite, je rejoins totalement ce qui a été dit précédemment, notamment par Monsieur Chatila, c'est qu'à un moment donné, on a des décisions qui sont difficiles à prendre. On a un rôle aussi vis-à-vis des porteurs de projets et qu'on passe des moments qui ne nous font pas plaisir, mais où on dit non. C'est-à-dire que si on doit ne pas augmenter une dette d'une société où on voit que les fondements sont plus réunis pour poursuivre, on le fait. Donc c'est une situation qui est un peu unique et délicate entre mesures transitoires et puis nécessaire réévaluation du succès futur d'une entreprise. Merci. On a quelques questions spécifiques ou précises qui sont arrivées dans le chat. Une pour Alizia Versano. Est-ce que faut que je la retrouve maintenant?
Est-ce que We Make It accepte des projets qui sont en dehors de la Suisse, par exemple un projet qui existe sur le continent américain? Oui, oui, bien sûr. Après, on accepte. Ce qu'il faut juste se rendre compte dans le crowdfunding, c'est que le projet peut être localisé n'importe où, mais ce qui va faire le succès d'une campagne, c'est la communauté qui est mobilisée par le porteur de projet. Donc, si vous avez un projet aux États-Unis et que votre communauté est aux États-Unis, We Make It, c'est une communauté suisse. La plateforme est suisse. Donc, peut-être ça peut poser problème. Vous auriez peut-être meilleur temps d'aller sur une plateforme américaine et puis d'activer votre communauté là-bas. Après, on a des projets étrangers, hein, bien sûr, bien entendu, mais les porteurs de projets, en général, ils ont un lien avec la Suisse parce qu'ils activent aussi leur réseau en Suisse, localement, et puis c'est là aussi où la communauté de We Make It peut participer. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Et encore une question ici pour Monsieur Grobet. Quelle est la taille moyenne des projets financés par Ginov? Par taille moyenne, Je suppose le financement moyen. Honnêtement, je dirais que le financement moyen, il se situe ça peut franchement aller de 10 à 80, 70 000 francs par projet. Et après, ça va dépendre aussi si le projet est pluriannuel ou pas. Mais généralement, c'est dans ces zones-là. Donc voilà. Et moi, je vais juste rebondir peut-être aussi sur ce qui a été dit par rapport au Covid et peut-être essayer d'amener un peu une touche d'optimisme quand même un peu là-dedans. C'est que oui, c'est sûr que c'est une période vraiment délicate, etc. Après, c'est vrai que c'est aussi une période peut-être pleine d'opportunités. Et c'est aussi une période où effectivement il y aura un post-Covid, une post-crise. Et il s'agit déjà depuis aujourd'hui de le construire. Et en fait, cette construction-là, elle va se faire par des gens qui vont initier certains mouvements, certaines nouvelles idées, et qui vont justement peut-être prendre le risque de se lancer dans des projets qui vont par la suite changer un peu le paradigme de notre société. Je prends l'exemple typiquement sur les questions de mobilité, par exemple, par rapport aux livraisons, par rapport il y a énormément de secteurs qui sont touchés et qui demandent aujourd'hui de se réinventer dans un monde qui va forcément changer, mais qui aussi offre plein d'opportunités. Et je pense aussi que les entrepreneurs de hier, quand ils arrivaient avec des idées dans des périodes aussi compliquées, ils ont pu des fois prendre des risques qui aujourd'hui s'avéraient payants. Donc certes, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se jeter tête baissée, etc. Je rejoins ce qui a été dit, mais aussi d'un autre côté, il faut aussi voir ça un peu comme une période aussi peut-être d'opportunité et puis une chance aussi de changer certains aspects de notre société. Merci, je suis entièrement d'accord. Merci pour cette note positive. Non, oui, c'est un monde d'opportunités. C'est juste qu'on a une période de 6 à 9 mois qui sont extrêmement incertaines. Et tant qu'on n'a pas défini s'il y a un vaccin, pas un vaccin, etc., c'est cette période-là qui, moi, me dérange. Du moment qu'on sait qu'il y a un vaccin qui marche et qu'on peut se projeter dans un futur peu, là, ce sera le bon moment pour se lancer et avoir un facteur risque qui est beaucoup plus faible. Une période peut-être aussi pour ficeler son projet, cette période ici, parce qu'il y a un aspect qui a été mentionné plusieurs fois, aussi bien par M. Chatila que par M. Donninger, M. Grobet, qu'il faut avoir un projet très ficelé quand on va vers un investisseur ou Tout simplement, dans un monde où tout va bien, où tout le monde a beaucoup d'argent, on donne plus facilement de l'argent, donc ça veut dire qu'on est moins sélectif. Dans un monde où tout va mal et tout est plus compliqué, on va être plus sélectif. Donc, vu qu'on sera dans un monde plus sélectif, on a besoin d'avoir un projet qui soit 2 fois plus complet et plus précis. Donc, se donner le temps pour pouvoir compléter. Nous, on fait ça dans nos restaurants. Aujourd'hui, on a 5 restaurants qu'on devait ouvrir.
il y a 2 mois. On les a tous arrêtés en juin. En juin, on va en ouvrir 14. Mais en fait, maintenant, on est en train de tout réétudier, de réaménager, de réétudier la carte, de réétudier tout, parce qu'on se dit, bon, tant qu'à faire, vu qu'on a le temps, mettons toutes nos chances de notre côté. Lorsqu'on espère en juin, on pourra réouvrir avec un concept qui soit peut-être plus abouti que ce qu'il aurait pu l'être et qu'on avait fait depuis le début. Donc, que ce soit même un groupe comme le nôtre qui est établi, qui a de l'expérience, quand tout va bien, on va un peu plus vite. Ben là, comme on a le temps, qu'on se laisse un peu le temps pour mieux réfléchir les projets et éviter ou essayer d'éviter les erreurs. C'est surtout, je pense, en fait, prendre en compte la pandémie, c'est-à-dire de pas... Parce que moi, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment dans une forme de déni, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient leur vision et ils ont pas encore intégré le concept de la pandémie. Et c'est vrai que, comme disait Monsieur de Gineuve, je sais plus votre nom, Grobet, pardon. En effet, il y a aussi un indice de chance parce que, en effet, on peut être force de proposition nouvelle et impactante et qui, tout à coup, peut résonner dans la tête des investisseurs pour le monde de demain. Mais pour ça, il faut quand même prendre le temps de peaufiner ces idées-là avec intégrer le concept du monde actuel, quoi. C'est surtout ça. Mais oui, je pense que les projets, il y aura une post-pandémie de toute façon, donc faut l'anticiper aussi, quoi, quelque part. Donc, C'était très bien résumé par Monsieur Chatila. Il y a le pré-Covid, il y a le post-Covid, et au milieu, il y a la transition. La transition qui peut aussi être avec des success stories. Hein. Encore des restaurants qui ont revu leur carte, qui font à l'emporter. Ils ont ouvert un deuxième restaurant là, entre la première vague et la deuxième, juste pour faire un stand à l'emporter parce que ça a cartonné les services pendant la première vague. Donc, exactement. Ouais. Donc, je trouve très intéressant, je suis content qu'on est arrivé ici donc de voir la pandémie comme une opportunité de revoir ces projets, les améliorer en attendant une période meilleure et aussi prendre en compte la pandémie dans ces réflexions et pas parce que les besoins de demain ne seront pas les mêmes qu'hier. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, il faut aller réfléchir à de quoi on aura besoin demain. Et les besoins sont immenses, mais il faut être prêt à pouvoir y répondre et puis y répondre de façon juste, quoi. On approche la fin de cette table ronde et il y a une question dans le chat que je pense est une excellente question pour faire un tour de table final. Le conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Je sais que vous avez déjà tous et toutes partagé beaucoup de conseils concernant la pandémie ou pas. Peut-être pour faire ce tour de table final, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer, justement? Je peux, hein, il n'y a pas de souci. Moi, le conseil, j'ai lu ça ça fait un moment que je l'ai lu. Il y a des phrases qu'on lit, et puis en fait, des fois, on les relit à des moments clés, puis elles nous parlent beaucoup plus. Et qui disait que l'analphabète du 21e siècle, c'est pas celui qui ne saura pas lire ni écrire, mais celui qui ne saura pas déconstruire et reconstruire. Et je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est d'être prêt à être un bon équilibriste, et puis d'être prêt à constamment déconstruire et reconstruire ses idées. Et puis, voilà, c'est peut-être très imagé comme ça, mais en tout cas, moi, dans la peau de l'entrepreneur, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est pas de me dire, ah, mon idée n'était pas bonne, c'est comment reconstruire cette idée avec cette situation-là. Et puis, en fait, ça nous permet d'activer ce muscle cérébral, quoi. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est beaucoup le cœur, on dit le cœur, mais en fait, il y a quand même un grand lien avec ce qu'on a dans la tête, et puis de réfléchir, et puis d'essayer de trouver l'axe, les nouveaux axes. Donc, moi, je dirais vraiment d'être dans un moment d'intense réflexion, et puis d'être prêt à ne plus fonctionner forcément comme avant, mais fonctionner tout autant. Voilà. C'est un seul conseil, c'est difficile, mais là, merci, j'ai eu le temps de réfléchir. N'ayez pas peur. Ça, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, pour plusieurs raisons. Souvent, oui, on a peur de se lancer, on a peur d'essayer. Avec le crowdfunding, on a peut-être peur de solliciter les personnes qu'on connaît déjà. Au final, le risque,
c'est pas grand-chose, c'est juste d'en ressortir plus riche avec de l'expérience et puis peut-être une success story qui va nous aider à aller plus loin. Et là, j'ai juste envie d'étendre aussi ce conseil au contexte actuel. Voilà, n'ayez pas peur, pour rester sur la touche positive. Oui, c'est effrayant, mais laissez venir aussi les opportunités. N'ayez pas peur de transformer, de changer, de s'adapter et restez pas dans la peur qui bloque. N'ayez pas peur d'aller de l'avant et de continuer. Voilà. Oui, je pense que je suis d'accord avec vous deux. C'est une très belle phrase. Je dis toujours aux gens, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gens, en fait, quand on commence un processus de débuter une aventure entrepreneuriale, il y a plusieurs phases qui se passent dans la tête, dans la vie, dans le temps. Et en fait, à un certain moment, on oublie, on ne se rappelle pas pourquoi on était là au début. Et ça, c'est une des erreurs fondamentales de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur, c'est qu'il écoute beaucoup de gens et puis à force d'écouter gauche, droite, etc., il dévie en fait sa vision de son entreprise. Et c'est là où moi j'ai vu beaucoup de failles dans les discussions que j'ai eues avec les jeunes entrepreneurs, c'est que je leur pose toujours la question, je dis mais d'où est venue l'idée et comment ça a commencé? Et quand ils m'expliquent, je dis mais pourquoi aujourd'hui tu en es arrivé là? C'est pas du tout ton idée de base. Et il me dit oui parce qu'on m'a dit que. Je dis non mais ton idée de base était bonne. En fait, aujourd'hui tu es venu avec une idée entrepreneuriale parce que tu as vécu une expérience à un moment donné qui t'a fait exprimer le besoin de corriger quelque chose ou d'améliorer quelque chose. Et en fait, en trop déviant, en écoutant trop les gens, malheureusement, on se trompe parce qu'en fait, la vie de tout le monde a raison à un certain moment, mais qui ne tient pas compte en fait du facteur initial de pourquoi on a pris cette décision. Donc en fait, oui, il faut prendre le courage, oui, il faut aller de l'avant, oui, il faut se rappeler toujours d'où on vient et pourquoi on l'a fait. Et aujourd'hui, profiter des plateformes de crowdfunding parce que typiquement, aujourd'hui, si on va lever 10 francs, 100 francs, 1000 francs, si vous prenez l'argent de 100 personnes ou prenez l'argent de une personne, le calcul de risque pour les personnes qui le donnent est beaucoup plus faible. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous d'aller, même moralement, s'il y a un échec, c'est dilué parmi les différents investissements. Et par rapport au reste, croyez jusqu'au bout dans quoi vous faites et surtout croyez en vous et bossez. Parce que c'est juste avoir une idée et laisser faire les autres et ne pas se donner du mal et ne pas se sacrifier n'amènera pas le bout de l'exercice. Merci. Et les intervenants en ligne? Oui. Moi, c'est un conseil un peu en forme de vœu que je vais faire. On est certes dans une période où l'actualité est entièrement dominée par le coronavirus, et bien légitimement. Il y a, à mon avis, une lame de fond qui agit dans l'économie et dans nos sociétés, c'est celle davantage de durabilité des activités qui soient plus vertes, qui prennent en compte davantage la société, l'environnement, le lien entre les gens. Donc, ayez cette perception-là, cette démarche-là dans les projets, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qu'on sent beaucoup plus présent aujourd'hui, mais qui va grandir encore davantage. Donc voilà, ce serait ça mon conseil. Merci, Monsieur Grobet. Oui, moi, c'est un peu aussi dans ces eaux-là que je voulais aller. Merci à M. Deniger. Moi, c'est effectivement, on traverse une période vraiment compliquée aujourd'hui. Je pense en fait aussi que c'est pas la fin ne va pas être de sitôt, d'autant plus aussi quand on met en perspective les enjeux climatiques qui sont aussi vraiment en arrière-fond. Je pense qu'aujourd'hui, on est en tournant vraiment aussi de notre mode de vie, comment repenser demain, comment pour tout, comment s'alimenter, comment bouger, comment justement entreprendre. Donc je pense que au-delà de cette crise, je pense qu'on va de toute façon vers un changement de paradigme assez profond
et que je pense qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à entreprendre. Et je pense que c'est vraiment un appel justement positif que je fais, c'est que, et pour rejoindre aussi ce qu'a dit Alizé, c'est oser y aller et oser aussi peut-être sortir des sentiers battus qui ont été battus jusqu'à maintenant pour vraiment essayer de partir peut-être sur complètement autre chose et de se réinventer, quoi. Voilà. Merci. On est arrivé à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup aux intervenantes et aux intervenants pour une conversation très, très intéressante et engageante. Merci au public en ligne pour vos questions et pour avoir été avec nous ce soir. Et bon courage dans le lancement de vos projets. Merci. Merci.